Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Comment améliorer les rapports police-population? La question était au centre d'une formation qui a regroupé près de 300 agents à l'école de police de Kagbélé. Il s'agit des agents venus de Conakry, Koya et du Breka. Et c'est au terme de 3 mois d'apprentissage qu'ils ont été libérés ce vendredi. L'instrumentalisation et l'application des jeunes dans les actions de violence en Guinée, les partenaires questionnent et veulent y trouver une réponse durable. C'est dans ce sens que des actions se multiplient, comme vous le verrez dans ce journal. Et puis politique, on en parlera dans ce journal avec les travaux préparatoires du congrès électif de l'UPG. Malgré le parfum de bicéphalisme à la tête du parti, Jean-Alfred Matos a tout de même présidé les travaux préparatoires du congrès prévu en mai prochain. Au même moment, Jacques Bonimi, son challenger, qualifie l'autre camp de dissident. Encore une fois, bienvenue à tous. 275 agents et officiers de police de Conakry, Koya et du Breka, ainsi que ceux de l'OPREGEM, viennent d'achever une formation de 3 mois à l'École nationale de police de Kagbélé. Ils ont été outillés sur les thèmes services généraux, utilisation des outils informatiques et des droits de l'homme. L'objectif de cet apprentissage est la prévention, l'amélioration des relations avec la population et la modernisation des services de police. Alseni Bari Yacouba Traoré signe ce compte-rendu. Ces satisfaits couronnent la formation de 275 agents et officiers de police de Conakry, Koya, du Breka et l'OPREGEM. Cette série de formations a duré 3 mois. Elle était axée sur les services généraux, l'utilisation des outils informatiques, l'éthique et les droits de l'homme. Les 3 formations dont la clôture nous réunit aujourd'hui poursuivent cet objectif de prévention de l'insécurité et d'amélioration des relations entre la police et la population et de modernisation des services de police. Grâce à la formation des policiers du service général, les agents et officiers des commissariats centraux du Grand Conakry porteront assistance aux personnes et protégeront leurs biens plus efficacement. Le responsable de l'École nationale de police et de protection civile de Kabylie salue le bon déroulement de cette formation et invite ses stagiaires à bien appliquer les enseignements reçus. Cette présence massive témoigne l'intérêt qui s'attache au volet formation qui permet de disposer d'agents de sécurité professionnellement aptes à mettre en œuvre toutes les stratégies de lutte contre les nombreux défis qui ne cessent d'interpeller les services de sécurité en vue d'assurer pleinement la sécurité des citoyens sur l'ensemble du territoire national. L'Union européenne aborde dans le même sens. Il est temps de changer l'image de cette institution, longtemps ternie. Mesdames et messieurs les agents et officiers de police qui avaient participé à ces formations, il vous revient maintenant à appliquer ce que vous avez appris et surtout à montrer l'exemple à vos collègues en adoptant un comportement irréprochable dans vos missions et vos relations avec les citoyens. Ils s'en serviront, rassurent ces agents. Cette formation de remise à niveau et de qualification permettront aux différents services d'améliorer la qualité du travail. C'est aussi le lieu de recommander à toute la chaîne de notre hiérarchie l'organisation de formations similaires pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de participer à cette première. Cette série de formations a été financée par le 3e programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité dans son volet sécurité intérieure, financé par l'Union européenne et la France, mis en œuvre par Civipol et Cogenta. Ouverture ce vendredi à Conakry des travaux de concertation sur les enjeux liés à l'instrumentalisation et des violences politico-sociales des jeunes conducteurs de mototaxis. C'est un projet du gouvernement guinéen à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune qui vise à encadrer le métier de conducteur de taxi-moto. Il est financé par le Fonds de consolidation de la paix. Justin Leno et Lamine Silla. Je déclare ouvert les travaux de concertation sur les enjeux liés à l'instrumentalisation et des violences politico-sociales des jeunes conducteurs de mototaxi. C'est un projet de l'État guinéen dénommé au Fonds des Nations Unies pour la population,
financé par le Fonds de consolidation de la paix pour un montant total d'1,5 million américains. Son objectif consiste à rendre résilients les jeunes conducteurs de mototaxis en République de Guinée. L'objectif fondamental, c'est de rendre ces jeunes conducteurs de mototaxis résilients. Parce que d'abord, c'est une initiative de l'État guinéen qui a été financée par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies et qui est mise en œuvre par 3 agences du système des Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'Organisation internationale pour les migrations et le Programme des Nations Unies pour le développement. L'activité des taxis-motos est nouvelle mais très génératrice de revenus. Cependant, beaucoup de problèmes en découlent, notamment les accidents de la circulation, mais aussi les violences en période électorale, d'où ce projet qui vient encadrer le secteur. Des jeunes conducteurs de mototaxi constituent un enjeu important pour la promotion d'une gouvernance inclusive et proche des communautés, car elle permet la réduction des violences liées à l'instrumentalisation sociale et politique des jeunes, et notamment des jeunes conducteurs de moto, en faisant d'eux des acteurs de paix et du renforcement de la cohésion sociale, notamment dans les communes de Conakry et de Nzérékoré. Autre objectif du projet, c'est mettre fin à l'instrumentalisation des jeunes conducteurs de taxi-moto, surtout pendant les scrutins en Guinée. À cet effet, les discussions ont été engagées avec les acteurs politiques sur leur collaboration avec ces jeunes conducteurs de mototaxis. Je voudrais adresser mes sincères remerciements aux agences du système des Nations Unies, notamment le PNUD, l'OIM, l'UNFPA et le Fonds de consolidation de la paix, PBF, pour les efforts consentis en faveur de l'accompagnement des jeunes et de la consolidation de la paix, ainsi que pour l'unité nationale en Guinée. Au Fonds des Nations Unies pour la population est un projet catalytique. Il va être exécuté sur une période de 18 mois. Dans le même cadre, $1,5 million US, c'est le coût global du projet Fonike Entrepreneurs Sociaux pour la paix en Guinée. Il est financé par le Fonds des Unions pour la consolidation de la paix en Guinée et mis en œuvre par Search for Common Ground. Ce jeudi, l'on a procédé au lancement officiel d'un atelier pour le renforcement de capacité des jeunes. Reportage d'Yenab Bangoura et Ibrahima Souma. En Guinée, plusieurs jeunes peinent à trouver un emploi. C'est donc pour changer la donne que Search for Common Ground a initié cet atelier de formation qui s'inscrit dans la logique du projet Fonike Entrepreneurs Sociaux pour la paix en Guinée. Ce sont des lauréats du concours, reconnaître le potentiel des jeunes et faire d'eux des acteurs à part entière de la consolidation de la paix en Guinée qui prennent part à cet atelier. Les jeunes ont été sélectionnés à travers leurs initiatives proposées. Donc, ces jeunes ont eu à proposer 16 initiatives au total. Et ici à Conakry, on en a retenu 2. Et aujourd'hui, il est question de renforcer les capacités des jeunes qui ont été retenus sur les questions liées à l'entrepreneuriat social pour la paix. Et bien évidemment, sur des concepts clés liés au montage des projets. Pendant 6 jours, ces participants bénéficieront de plusieurs modules de formation qui vont leur permettre d'être autonomes et contribuer à la consolidation de la paix. Et ils vont voir comment, par exemple, des modules comme les atouts et les déficits de l'entrepreneuriat, ils vont voir comment élaborer un plan d'affaires, parce qu'un entrepreneur, c'est celui-là aussi qui a son plan d'affaires. Et ils vont voir aussi élaborer une stratégie de consolidation de la paix. Des formateurs de Oser Innover, de Ablogui, du Club des jeunes filles leaders de Guinée et du Parlement des jeunes du Lion de Fleuve Mano vont les doter de ces compétences. Les 2 projets retenus par cette ONG sont entre autres le Café de l'Espoir des jeunes de la commune de Ratoma, la production des briques pavées et dalettes par les jeunes de Matoto. Ces derniers s'engagent à changer le visage de leur commune. Avec notre Café de l'Espoir, nous comptons maintenir la paix, surtout dans la localité de Wanindara. Comme vous le voyez, c'est un défi pour nous. Cette fabrication des briques et pavés, mais en faisant cela, on doit organiser d'abord une formation de l'entrepreneuriat jeune
et plutôt aussi les formations aussi en fabrication des briques et pavés, parce que nous allons employer des jeunes. Ce projet est financé à hauteur d'1,5 million par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Il s'étendra sur 18 mois. Je vous le disais également en titre, l'Union pour le progrès de la Guinée UPG de feu Jean-Marie Doré prépare son congrès électif pour mi-mai. Ce jeudi, c'est le président Jean-Alfred Matos qui a présidé la réunion préparatoire. Il reconnaît que l'UPG traverse une profonde crise. C'est ainsi qu'il invite tous les militants à œuvrer pour la préservation des valeurs du parti. Il faut préciser que les partisans de Jacques Bonimi n'ont pas tardé à qualifier le camp de Maître Matos de dissident. Reportage Mamoudou Boulere Diallo et Mamadou Alouba. Ce congrès projeté, s'il a lieu, vise non seulement à élire un nouveau président, mais aussi à définir une nouvelle ligne de conduite de l'Union pour le progrès de la Guinée, annonce Maître Jean-Alfred Matos. Le congrès, en tenant compte des impératifs de la pandémie que vous connaissez, en tenant compte des impératifs des 2 mois de carême catholiques et musulmans qui se chevauchent, nous avons donné une date de mai, de mi-mai, qui va être précisée, pour que ce congrès-là se fasse, parce que nous tenons à ce que la mobilisation soit effective. Jean-Alfred Matos sera-t-il candidat pour un autre mandat à la tête de l'UPG? Oui, certainement, puisque j'avais dit que j'aviserais, mais en tenant compte des déshydratats de certains membres du parti, je viens en fin de mandat, j'avise que je serai candidat. En attendant, le parti de feu Jean-Marie Doré traverse une crise profonde, reconnaît Maître Matos. Le parti, créé depuis 1992, est en ce moment même divisé en 3 tendances. La tendance de Henri Pogoumou, qui était le président intérimaire au décès de feu Jean-Marie Doré. Moi qui suis venu après, dont mon mandat est en cours. Jacques Bonhomy qui a eu la dissidence, qui est auteur de cette dissidence. Mais nous tendons la main, moi personnellement je tends la main. Et je dis toujours que nous sommes nécessairement complémentaires. Que ce soit Jacques, que ce soit Henri, que ce soit moi. Nous n'avons pas, comme j'aimerais les doyens le disent, personne n'a le titre foncier de l'UPG. Et donc, personne n'est indispensable pour le parti, soutient-il. Maître Matos invite tous les militants, notamment les membres statutaires, à se mobiliser pour en finir avec la crise. La grosse question est celle de savoir si Jacques Bonimi prendra part à ce congrès. Un reportage signé Mamoudou Boulere Diallo. Le bureau de l'Union régionale des boulangers de la Haute-Guinée a déclenché une grève illimitée à compter de ce vendredi jusqu'à nouvel ordre. Ces boulangers dénoncent le silence des autorités locales vis-à-vis de leurs requêtes quant à l'augmentation du prix d'une miche de pain à 3 000 francs au lieu de 2 000 francs guinéens. Une situation qui plonge la population dans une crise de pain dans la cité. Si jusqu'hier jeudi, ils attendaient la réponse de leurs requêtes adressées aux autorités locales quant à l'augmentation du prix d'une miche de pain à 3 000 au lieu de 2 000 francs guinéens qui reste sans succès, les boulangers de Cancan, à l'image de leurs homologues des autres préfectures de la région, ont mis leurs menaces de grève en exécution ce vendredi en privant la population de cette denrée à grande consommation. Cette fois-ci, on n'a pas eu l'idée de travail parce que s'ils nous ont dit « attendez-nous », nous arrivons à augmenter le prix sans qu'ils nous permettent. Donc peut-être c'est là maintenant qu'il faut nous prendre une deuxième fois. Et pour cela, nous avons préféré d'arrêter le travail afin qu'on se comprenne. Poursuivant, le secrétaire administratif de l'Union régionale des boulangers de la Haute-Guinée explique les raisons qui ont fait qu'ils ont décidé d'arrêter la fabrication du pain. Avant, on payait le sac à 180 000. On a exposé le pain à 2 000 francs. Un sac de sel était à 25 000. Aujourd'hui, le sac de sel, c'est 65 000. Il y avait un fagot de bois de 10 000 pouvait suffire pour faire un sac de farine. Aujourd'hui, si on n'a pas 40 000, on ne peut pas brûler un sac de farine. Aujourd'hui, pour se procurer d'une miche de pain, les citoyens sont obligés de passer des heures dans de longues files d'attente devant les quelques rares pâtisseries qui existent dans la commune urbaine. Quand les autres ont refusé de ne pas faire le pain, on a eu de surprise encore au niveau des clients. Actuellement, là, vous voyez, dehors comme l'intérieur, tout est rempli.
moment, on faisait 5 sacs, mais maintenant, là, on est à 8, 9 comme ça. La Guinée, tu vois, chaque boutique a son propre prix. Donc ça, c'est grave. On dirait qu'on n'a pas de ministre de commerce. Cette crise des pains qui vient s'ajouter à la flambée exorbitante des prix des denrées de première nécessité sur le marché, ce à quelques semaines seulement du mois saint de Ramadan, inquiète de nos jours plus d'un dans la cité de l'As Fantamadi Chérif. En attendant qu'un compromis ne soit trouvé entre boulangers et autorités locales, la population de Kankan continuera à prendre son mal en patience. C'était le reportage d'Alpha Oumar Koïta, notre correspondant à Kankan. Le projet d'extension de la nationale Koya-Pamela laisse des cris derrière lui à Farmoria, dans la préfecture de Forêt-Karia. Les travaux routiers ont touché plusieurs domaines agricoles. Dans le district de Dara, par exemple, 65 palmiers, 5 manguiers, un oranger et plusieurs arbres fruitiers thérapeutiques ont été détruits depuis un an. Il y a encore des victimes qui attendent toujours leur indemnisation en vain. Nos reporters Ali Badara Kamara et Tierno Sadouba sont allés à leur rencontre. Suivez. À plus de 100 km de Conakry, une plantation à perte de vie située en bordure de la nationale Forêt-Karia-Pamelap dans le district de Dara, sous-préfecture de Faramoria, préfecture de Forêt-Karia. Ce domaine agricole appartenant à feu commandant Karamoko Kamus Kamara a été durement touché par les travaux d'extension de cette route financée par la Banque africaine de développement. Après le passage des machines, derrière une image de désolation. Cette plantation, elle a été touchée par les travaux de dégagement de l'autoroute qui va de Koya jusqu'à la frontière sierra-léonaise. Les machines sont passées ici le 19 janvier 2020. Donc, depuis cette date, à nos jours, nous, on n'a reçu aucun dédommagement. Ici, les travaux d'extension de la route Pamelap ont touché plus d'une famille. Des gros montants auraient été distribués pour dédommager les victimes. Mais plus d'un an après, la famille Kamara réclame toujours sa part, comme si l'argent qui lui était destiné à trouver d'autres destinations. 5 mois après le dépôt de ma réclamation, monsieur le ministre des Travaux publics, à l'époque monsieur Naïté, avait fait une déclaration sur Espace FM, comme quoi que toutes les familles sont dédommagées. À Farmoria, il y a eu des remous parce qu'il y a des familles qui n'étaient pas d'accord, qui n'avaient pas reçu leur indemnisation. L'ampleur des dégâts causés dans cette plantation et surtout la méthode utilisée a entraîné un choc énorme chez les victimes qui sont à leur deuxième mauvaise expérience. Car ce domaine a été coupé en deux et morcelé suite au passage de la route qui relie le port minéralier de Komta à la carrière du minerai de fer de Yomboyeli. Dans ce domaine, il y a eu 65 palmiers qui ont été abattus, des manguiers, des arbres de tout genre. On a fait la réclamation, les documents sont là, le président du district a son document signé et cacheté. Farmoria, depuis le lancement des travaux d'extension de la route Koya-Pamelap, aucun planteur n'a été indemnisé. Si j'ai décidé de rendre cette affaire publique, c'est parce que je vais donner une chance à l'administration de régler cette affaire à l'amiable. Sinon, autrement, je vais vers la justice, j'intente une action contre le ministère des Travaux publics afin que je sois dédommagé. Le prix du meilleur directeur général de toutes les opérations MTN dans le monde a été décerné au directeur général de MTN Guinée. Papasso a été choisi à l'unanimité par ses pairs et cette distinction est le fruit d'un management rude et assidu. Mamadou Kalisso et Abdoulaye Kamara signent ce publi-reportage. Chaque année, MTN Guinée fait la réunion des leaders. Elle regroupe l'ensemble des 21 pays couverts par MTN à travers le monde. À l'issue de cette rencontre, des prix sont décernés, notamment celui du meilleur directeur général de l'année. Pour l'année 2020, c'est le directeur général MTN Guinée qui a été distingué. Le vote est fait sur les critères de performance de la société, sur les critères de leadership de la personne, sur les critères aussi de vision et de professionnalisme de la personne. Voilà, c'est certains de ces critères-là qui sont un prétexte pour récompenser aussi toute une équipe. Depuis son arrivée, il a fait preuve d'un leadership sans faille.
Le responsable éthique et déontologie de MTN Guinée pense que Papa Sow a été récompensé à juste titre. Au moment où il venait à MTN Guinée, nous étions à notre niveau le plus bas énergétique. Ça ne fonctionnait pas du tout. On n'était pas fiers d'être employé de MTN. Mais lorsqu'il est venu, la rigueur, son amour pour la qualité et son pouvoir, son sens d'écoute du personnel lui a permis de mettre des programmes de redressement en place, auquel programme tout le personnel a souscrit, et c'est ce qui nous a permis d'avoir le résultat que nous avons aujourd'hui. Le dynamisme déclenché dans le groupe a permis aussi d'améliorer l'environnement interne de travail, l'impact de la société sur la clientèle. Progressivement, MTN Guinée a rehaussé son niveau de confiance auprès des entreprises bancaires du pays. Avant 2017, les banques nous refusaient même les prêts en tant qu'employés de MTN. Mais aujourd'hui, à date, c'est les directeurs de banque qui courent derrière notre directeur général pour avoir des collaborations de travail, pour lui proposer de lui donner de l'argent pour qu'il travaille. Papa Sow et son équipe comptent poursuivre sur la même lancée afin d'atteindre l'ultime objectif qui est la satisfaction des clients. C'est une seule ambition, donner le meilleur de nous-mêmes pour toute la Guinée et pour la population guinéenne et continuer d'être l'opérateur qui est auprès des populations et surtout d'avoir le drapeau de la Guinée très fier au sein de l'ensemble du groupe MTN. Signature ce matin à Conakry d'un protocole d'accord entre le groupe Sonoco et la coopération allemande GIZ. Il s'inscrit dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Les deux partenaires comptent dans les semaines à venir procéder à des campagnes de sensibilisation et la distribution de kits sanitaires aux populations. Entre autres, pour la première étape, le projet touchera uniquement la commune de Matoto, qui est la plus grande de Conakry. André Mossier et Milimono, Aboubakar Din Kamara pour le reportage. C'est un projet qui intervient suite à la recrudescence de Covid-19 en Guinée. La coopération allemande GIZ et le groupe Sonoco fédèrent leurs forces pour briser la chaîne de contamination de la pandémie à travers ce partenariat. Le projet que nous initions aujourd'hui a pour but de préparer les employés du groupe Sonoco, les membres de leur famille et les communautés environnantes à prévenir la Covid-19 et également les autres maladies infectieuses. Le projet touchera essentiellement la commune de Matoto et sera axé autour de plusieurs activités. Il s'agit notamment de la sensibilisation des populations, la distribution des kits sanitaires et la formation des agents de santé. Le but visé est de limiter les cas de contamination liés au Covid-19. Nous allons distribuer la solution hydroalcoolique au personnel de Sonoco et au personnel de santé des 8 structures de santé de la commune de Matoto. La population en général de la commune, mais aussi les employés du groupe Sonoco vont être sensibilisés. Et là où l'avantage de la GIZ va vraiment se faire sentir pour la Sonoco, c'est que nous apportons vraiment une expertise technique dans le domaine médical. Selon le groupe Sonoco, la coopération allemande est un partenaire de longue date et cet accord va apporter un plus à la réponse collective à la multiplication des cas de contamination de Covid-19. Avec l'apport de ce projet, je comprends que le groupe est vraiment engagé pour le respect de la politique QHSE définie déjà. Parce que c'est des preuves, ça prouve déjà que le groupe continue à fournir beaucoup d'efforts pour le respect de ses engagements. Pour l'exécution de ce projet, le groupe Sonoco va débourser plus de 120 000 euros, tandis que 361 000 euros seront octroyés par la coopération allemande. Les deux partenaires comptent élargir le projet au niveau des 4 autres communes de la capitale. Parlons à présent de cette implication du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans la lutte contre le coronavirus. La nouvelle a été bien accueillie par les écoles de la capitale qui espèrent toutes voir dans les jours à venir le personnel soignant auprès d'elles pour administrer le vaccin à chaque élève afin de les protéger contre le coronavirus. Justin Leno, Lamine Silla. L'implication du MENA dans la campagne de sensibilisation contre le coronavirus est un ouf de soulagement pour les établissements d'enseignement primaire, secondaire et universitaire de Guinée. Dans les centres d'apprentissage de la capitale, la nouvelle est bien accueillie.
C'est avec joie et l'allégresse que nous avons entendu ces mesures. L'idéal était que le département pense à ces centres de groupement pour pouvoir éradiquer le fléau. Si ces mesures-là ont été déjà prises, ce n'est qu'une fierté pour nous de se réjouir de la décision prise par le MENA. Notre idéal, c'est que ces centres, nos constructions scolaires, que les vaccinations commencent par nos constructions scolaires où il y a suffisamment de regroupement d'élèves. Il y a des écoles où il sera difficile de respecter les gestes barrières en tenant compte du pléthore dans les classes. Donc l'idéal voudrait que ces vaccinations commencent par ces centres afin de limiter la propagation du virus. Pour ces élèves et encadreurs, la décision du département de l'éducation vient leur donner un espoir d'avoir le vaccin dans la mesure où les écoles sont les véritables lieux de regroupement où le virus est capable de se propager rapidement. Moi, je dirais que c'est une bonne chose avec la vaccination parce que déjà les élèves sont bourrés dans les écoles. Donc quand ils vont accélérer la vaccination dans les écoles, ça peut limiter la propagation de la pandémie en question. Ici, nous accueillerons plusieurs personnes. Si nous nous immunisons contre cette épidémie, nous pouvons aussi lutter à travers la multiplication de cette pandémie. D'autres citoyens apprécient aussi l'implication du MENA. Ils souhaitent d'ailleurs que tous les autres départements se mêlent car, disent-ils, la santé est une priorité pour la population. Les écoles doivent constituer des priorités pour la santé, non seulement des élèves qui viennent, mais également des parents. Vous savez, les élèves, quand ils viennent dans les centres, il faudrait qu'il y ait des mesures appropriées pour leur permettre d'éviter de contracter cette pandémie. Donc je trouve que c'est responsable de la part du MENA de s'engager finalement dans cette phase de vaccination. La décision du MENA vient d'être prise. Il ne reste que son application sur le terrain. D'ici là, tous les centres d'apprentissage de la capitale espèrent voir le personnel soignant dans les jours à venir dans leurs locaux. Parlons santé à présent. 300 000 enfants décèdent chaque année de la méningite dans le monde. Pour inverser cette tendance, les autorités sanitaires du pays ont introduit ce vendredi le vaccin Menafrivac dans le PV de la routine. Objectif, prévenir la maladie et vacciner quelques 450 000 enfants. Or, le reportage est de Mamadou Saliouba et Aliouba. Les autorités sanitaires ont choisi la mairie de Matoto pour l'introduction et le lancement du vaccin Menafrivac contre la méningite, cette maladie très contagieuse qui tue et qui s'attaque aux enfants. En Guinée, plusieurs localités ont connu des épisodes épidémiques de méningite à méningocoque ces dernières années. Face à cette situation, le ministère de la Santé, à travers la coordination nationale du PEV-SSP, planifie l'introduction du MENA dans la vaccination systématique. Cette introduction va contribuer à l'élimination de la méningite à méningocoque du groupe A à travers l'augmentation d'une immunité collective au sein de la population cible. Pour être performant, chaque district sanitaire doit avoir une couverture vaccinale du MENA d'au moins 70% d'ici la fin de l'année 2021. Selon l'OMS, la méningite tue chaque année quelques 300 000 enfants dans le monde. Une proportion non négligeable pour une épidémie qui revient tous les 10 ans en Afrique subsaharienne, une épidémie qui, même après traitement, laisse des séquelles aux victimes. Les conséquences, c'est la cécité, l'intéressé peut devenir folle, la mort aussi est là. Il peut même devenir infirme parce que quand tu es sourd, tu n'entends pas, tu ne vois pas, tu ne peux pas parler correctement comme les autres enfants, tu es devenu un handicapé. La prévention à travers la vaccination est l'unique solution pour éviter la maladie. La vaccination est gratuite et est disponible dès aujourd'hui dans tous les postes et centres de santé du pays. La cible, ce sont les enfants âgés de 9 à 15 mois. Et actuellement, nous sommes à près de 5 000 enfants quand on prend la population générale. Ce sont les 5 000 qui sont ciblés pour l'introduction. Donc, ils représentent environ 3,2% de la population générale.
vacciner son enfant, c'est de lui mettre à l'abri de la mort. Parce que c'est une maladie qui tue et c'est une maladie contagieuse. Donc chacun n'a qu'à faire tous les moyens nécessaires pour faciliter la tâche aux agents vaccinateurs dans les quartiers, dans les secteurs et dans les carrés. En 2018, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 300 cas suspects ont été enregistrés dans le pays. Les autorités, aidées par l'OMS et d'autres partenaires, comptent vacciner cette année plus de 450 000 enfants en Guinée. Et puis, parents, amis et collaborateurs étaient ce matin à l'hôpital sino-guinéen pour la levée du corps du grand chancelier d'Ordre national du mérite, le général Kaba 43 Camara, décédé ce jeudi 25 mars 2021 à Conakry des suites de maladie. Reportage Dienebemba Koulibaly, Ibrahima Souri Camara. Né à Beila, le général Kaba 43 Camara est décédé ce jeudi 25 mars à Conakry des suites de maladie. Le général Kaba 43 fait partie des premiers recrues dans l'armée à l'accession de la Guinée à l'indépendance. Honorable Mamadi Sidibé a tout d'abord remercié le président de la République qui a bien voulu élever le général Kaba 43 aux fonctions du grand chancelier du Ordre national du mérite et le soutien qu'il lui a apporté dans ces moments difficiles, avant de témoigner du courage et l'humanisme du doyen Kaba 43. Il consacrait tout son temps aux salutations dans les familles quand il y a des événements qui surviennent, aux différentes réunions de la communauté, afin que les fils du Konya puissent parler d'une même voix, afin que l'unité se raffermisse en notre sein. Et ce travail, il l'a réussi. C'est ce qui lui a valu le poste de président du conseil de sages de la communauté Konya. Les amis du général Kaba 43 sont profondément affectés par le décès de leur camarade d'âge. Ibrahima Diallo pense que le général Kaba 43 mérite un respect et la reconnaissance éternelle de la République. Nous nous sommes côtoyés plus de 60 ans. Kaba 43 Camara, tu me laisses un souvenir d'un homme pondéré, affable et humble, réservé, modeste. La terre de Guinée que tu as aimé et servi avec abnégation, qu'elle te soit légère. Sous le choc, son fils témoigne la bravoure de son père. Nous prions tous de prier pour elle et pour nous, pour que nous puissions tenir la ligne qu'il nous a tracée, cette conduite que lui, il a incarnée. Nous ne l'avons pas vu non plus quereller, ni avec nos mamans, ni avec ses frères, non plus avec les parents qui étaient très réguliers à la maison. Le général Kaba 43 Camara a été nommé grand chancelier de l'Ordre national du mérite de Guinée depuis février 2018. Il était l'époux d'une femme et père de 9 enfants. Et il y a 27 ans que le premier président de la République de Guinée disparaissait. Alors ce vendredi 26 mars 2021 marque la journée de commémoration du décès d'Ahmed Sékou Touré. Cette journée passe inaperçue. Elle devrait être une journée de réflexion et de recueillement pour celui qui a été un homme du continent, regrette les responsables du parti PDG-RDA. Le récit d'un homme qui a laissé des traces indélébiles, c'est avec Djibril Ba et Mohamed Alousseni Camara. Le 26 mars 1984, c'est la date à laquelle le premier président de la Guinée et celui qui a été le leader du parti PDG-RDA en 1958, fait Ahmed Sékou Touré a tiré sa révérence. Celui qu'on surnommait le père de la Révolution a tenu la dragée haute face aux impérialistes français. 37 ans après la disparition du panafricaniste, des hommages lui sont rendus à travers le continent. Le 9 octobre, jeudi 9 octobre 1958, une semaine après, De Gaulle a réuni son état-major de guerre et il a dit « Je veux Sékou Touré à genoux devant moi ». 9 octobre 1958. En 1959,
il y a eu complot contre lui en Guinée. En 1960, il y a eu complot contre lui en Guinée. En 1961, il y a eu complot contre lui en Guinée. Ahmed Sékou Touré est immortel, selon les responsables du parti PDG-RDA. Lui rendre hommage n'est qu'un devoir citoyen et révolutionnaire. Il a dit clairement qu'un révolutionnaire ne pleure pas ses morts. Il agit en continuateur des héros tombés sur le champ de l'immortalité. Pour nous, le président Ahmed Sékou Touré est tombé sur le champ de l'immortalité. C'est pourquoi nous ne pleurons pas. Nous continuons ce œuvre afin de pouvoir l'immortaliser. Le 26 mars 2021, qui marque la date de la commémoration du décès d'Ahmed Sékou Touré, oblige le parti PDG-RDA de délocaliser leurs activités dans la région de Kankan. La raison, le contexte sanitaire. C'est pourquoi nous avons préféré, à travers cette série de lectures de Coran, rendre hommage à l'homme et à tous ses compagnons. Pourquoi cette lecture de Coran? Parce que le président Ahmed Sékou Touré avait la foi en Dieu. Il avait placé l'islam au centre de ses intérêts, au centre de toutes ses réflexions. Pas de changement sur le continent africain sans la valorisation de sa culture. C'est en cela qu'on a toujours reconnu celui qui a dit non au général de Gaulle. Et c'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.